deux tables rondes qui vont nous intéresser autour du thème majeur de l'innovation. Donc une première table ronde sur la distribution. On a eu beaucoup d'ambition puisqu'on a voulu faire aborder un peu tous les sujets. Donc il y aura pas mal d'intervenants, ce qui nous a fait distribuer justement cette table ronde en trois petites sessions. Donc j'appelle tout de suite à nous rejoindre les intervenants sur cette première session. Christian Delon d'Atout France, Henri Hourcade de Air France et Christophe Mathieu de Brittany Ferries. Et sans plus attendre, pour jeter un peu les bases de la discussion, Christian Delon va nous parler d'une étude et des réflexions que ça lui a suggérées. Que ça nous a suggéré. Bonjour à tous. Donc, pour quelques propos introductifs à cette session, quelques zooms sur les évolutions, sur les innovations qui sont aujourd'hui notre quotidien en matière de distribution. La première, la première, c'est un premier chiffre que je vous livre à votre réflexion. 313 milliards de dollars, c'est tout simplement, dans le monde, en 2012, c'est l'étude Focusrite qui nous dit ça, c'est l'ensemble des ventes touristiques Internet dans le monde. 313 milliards de dollars. C'est considérable puisque c'est un tiers du chiffre d'affaires du tourisme ou encore l'équivalent du e-commerce pour l'ensemble de l'Europe. Quand on dit que le tourisme est le premier activateur des usages numériques, on l'a en preuve sous les yeux. Deuxième série de chiffres, 120%. 120%, c'est la tendance aujourd'hui de croissance du M-tourisme, tout secteur confondu en France, qui a été établi par la FEVAD au deuxième trimestre 2013. Et le 6 que vous voyez, le multiplié par 6, c'est tout simplement le chiffre d'affaires du M-tourisme qui a été multiplié par 6 depuis 2011, de 2011 à fin 2013. Vous voyez qu'aujourd'hui, ces chiffres d'affaires sont à la fois considérables, l'évolution est pratiquement instantanée et donc l'adaptation doit suivre. Troisième constat, le multicanal. Beaucoup en parlent, beaucoup le font. Mais le multicanal d'hier n'est peut-être pas forcément le multicanal de demain. La demande aujourd'hui, elle est largement différenciée, toujours selon les études, mais aussi selon nos pratiques, selon le créneau horaire, le motif et l'outil que l'on peut avoir à disposition. Dans le métro, en mobilité, en marchant, c'est le smartphone. Lorsqu'on est un peu plus apaisé chez soi et qu'on regarde la télévision parfois, ça peut être la tablette. Lorsqu'on est posté, ça peut être au bureau, mais ça peut être aussi chez soi, c'est Internet. Et puis, lorsqu'on a besoin vraiment d'une expérience et de contenu et de service, c'est en présentiel. Alors, le consommateur ne comprendrait pas qu'il n'ait pas les mêmes services et les mêmes contenus. Et c'est là la raison pour laquelle l'offre, elle doit s'adapter à cette demande, à cette exigence. Et on ne doit plus piloter comme on l'a pu le faire autrefois, les différents prix et offres suivant les canaux de distribution parce que le consommateur s'attend à commencer avec l'un et à finir avec l'autre. Je vous signale un chiffre qui est au-delà de toute contestation. Plus de 80% des gens qui vont acheter un voyage dans une agence de voyage a déjà consulté Internet pour préparer son voyage. Donc il faut de la cohérence, il faut des accès simplifiés, il faut des applications qui soient simples, mais aussi qui soient segmentées suivant les typologies de clientèle et pas nécessairement les canaux de distribution. Troisième constat, on va vers le 3.0. Alors, le 1.0, on l'a oublié. D'ailleurs, on ne l'avait même pas appelé comme ça. C'était quand on recevait des emails dans ces boîtes. Et puis, le 2.0 nous a habitués au travers des wikis, au travers des blogs, mais surtout au travers des réseaux sociaux, de nous amener des informations dans lesquelles nous sommes devenus nous-mêmes des acteurs et des producteurs. Et le 3.0, lui, c'est la géolocalisation. Et c'est surtout des contenus dans lesquels l'expérience du consommateur va compter plus que jamais. On en reparlera tout à l'heure, bien évidemment. À cet égard, l'enjeu du contenu, c'est l'enjeu majeur auquel sont confrontés aujourd'hui tous les acteurs du numérique. Les contenus sont au cœur des nouveaux modèles économiques,
mais aussi sont au cœur des nouveaux modèles marketing. Ce sont des enjeux de différenciation. Et pour ce faire, ils doivent être certes abondants, mais aussi pertinents et qualifiés. Et ça, c'est tout un métier. Ce n'est pas toujours le cas, et notamment en termes de traduction. Et ça n'est pas toujours le cas d'avoir ces contenus qualifiés, dans la mesure où ils sont très coûteux à produire. Et donc, ces contenus, eh bien, aujourd'hui, sont un des enjeux de la chaîne de valeur. Et d'autant plus qu'avec les réseaux sociaux, évidemment, les clients sont eux-mêmes producteurs de contenu. Alors, pour reparler de cet enjeu des acteurs et peut-être derrière eux des enjeux de pouvoir qu'il y a, eh bien, ne nous trompons pas de combat, sinon de guerre et en tout cas de confrontation. Lorsque nous avons commencé pour certains d'entre nous, et d'autres peut-être n'ont pas connu cette période, mais en tout cas en 1983, lorsque moi j'ai commencé à travailler dans le tourisme et dans le transport, les grands enjeux qui n'ont pas beaucoup bougé, d'ailleurs pour certains des propos que l'on entend, étaient entre les agents de voyage, les distributeurs et les producteurs. Ces enjeux, aujourd'hui, à l'époque, il s'agissait surtout de produire pour distribuer. Et donc, il était logique qu'il y ait ce partenariat et cette parfois confrontation sur les conditions du partenariat. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre enjeu. L'ensemble de ces acteurs, qu'ils soient agents de voyage ou producteurs, se voient confrontés à des OTA, c'est-à-dire à des agences en ligne. Ces agences en ligne, aujourd'hui, elles offrent un service qui est celui d'agréger pour diffuser. C'est déjà différent. Et demain, ces agences en ligne retrouveront d'ailleurs les producteurs d'hier et les distributeurs d'hier pour être confrontés aux nouveaux intermédiaires, c'est-à-dire les infomédiateurs. C'est Google, c'est TripAdvisor qui nous parlera tout à l'heure, c'est Comparateur, Kayak par exemple, qui aujourd'hui s'intermédient entre le client et nous. Et pourquoi ils sont puissants ? Et pourquoi ils peuvent être intéressants de voir comment ils vont agir sur le marché, c'est tout l'enjeu évidemment auquel nous sommes confrontés, parce que Big Data. Big Data, c'est quoi? C'est toutes les données que ces acteurs peuvent accumuler pour à la fois cibler, fidéliser et augmenter la valeur client. Et donc ils ont un pouvoir sur le chiffre d'affaires, et ils ont un pouvoir tellement important que demain, évidemment, seuls des big acteurs peuvent fournir de la big data. Donc nous sommes tous confrontés à ce phénomène et chacun d'entre les participants de cette table ronde, j'imagine, auront des réponses peut-être différentes et peut-être convergentes. Merci. Une question d'abord sur peut-être la perception de cet e-commerce du côté du client, puisque finalement c'est vers lui qu'on se tourne en premier. À travers les enquêtes de satisfaction qui ont pu être menées, est-ce que évidemment globalement, le client est satisfait de l'offre qu'on lui donne, des outils qui sont à sa disposition? Est-ce que c'est un gros consommateur de ces outils? La réponse, évidemment, oui. Mais la différence, c'est que les outils, il y a une profusion terrible. Hein. Avant le voyage, après le voyage. Avant le voyage, c'est la distribution, c'est aussi la séduction. On voit bien que l'internaute prépare à 100% pratiquement son voyage avec des outils Internet. Après le voyage, c'est le cas également. On parlait de consomme-acteur de plus en plus. C'est vraiment ça, il est consomme-acteur. Et c'est pendant le voyage que ce internaute, il ne faut plus l'appeler internaute, c'est un consommateur lambda. Ce consommateur, qui est aujourd'hui utilisateur des outils Internet et du reste, bien sûr, est devenu un consommateur. Et donc pendant le voyage, il va avoir besoin de contenus qui ne sont pas là. Et là, le vrai enjeu pour nous tous, c'est que c'est collectivement qu'on doit construire ces contenus. C'est facile de faire une application. Je vous assure, c'est beaucoup plus difficile de mobiliser les contenus. Est-ce qu'on a une idée déjà, puisqu'on a senti qu'il y avait une accélération, on parlait de multiplier par 6 le chiffre d'affaires en 2-3 ans, est-ce que cette accélération, elle est permanente? Est-ce qu'on va arriver à un stade où on va peut-être se poser un petit peu? Ou est-ce que des nouveaux acteurs peuvent apparaître et ce marché se révolutionner en l'espace de quelques mois, quelques années? Eh bien, cette évolution, non seulement elle est importante, mais elle est exponentielle. Donc on sait très bien que demain, d'ailleurs on le voit dans les ventes d'ordinateurs chutent au profit des ventes de mobiles. Les smartphones se développent, y compris dans des pays émergents, dans des conditions économiques qui s'améliorent de jour en jour. Ce n'est pas le prix d'un iPhone, c'est le prix d'un smartphone qui est cohérent avec le pouvoir d'achat de ces marchés. Donc aujourd'hui, il y a plus d'accessibilité sur Internet via des mobiles ou via des outils mobiles qu'il n'y en a via des outils fixes.
Donc ça veut bien dire que le commerce de mobilité va être effectivement et les big data, il n'y a pas à un moment donné une limite, une réglementation, une régulation des États qui vont limiter l'accès à ces informations? Mais il y a des informations anonymes qui sont tout à fait intéressantes, il y a des informations non anonymes qui ne le sont pas. Bien sûr que les États vont essayer de réguler, bien sûr qu'au niveau de l'Europe, il y a aussi des enjeux, et au niveau même d'autres pays. Il est bien évident que ces enjeux ne seront de toute façon confrontés à une certaine réalité. Le consommateur a besoin aussi, vraisemblablement, que les données dont il dispose, lui, qu'il produit, soient des données qui lui servent à améliorer sa consommation et son offre. Valeur ajoutée, c'est ce qu'on verra, on va l'évoquer plusieurs fois autour de cette table ronde, la valeur ajoutée des partenaires et la valeur ajoutée que peut apporter le commerce en ligne pour faciliter son travail. Valeur ajoutée. Merci Christian, vous restez avec nous pour intervenir si on en a besoin. Cette première table ronde, je l'ai expliqué, découpée en 2 ou 3 schémas. Le premier, c'est d'abord les transporteurs. 2 exemples. Un transporteur aérien, Air France KLM, le groupe Air France KLM, et Christophe Mathieu pour un autre type de transport, Brittany Ferries. Air France, compagnie aérienne, il y a un passé de la distribution en ligne, j'allais dire, dans les compagnies aériennes à travers le GDS. Est-ce que d'une certaine façon, vous étiez préparé à ce commerce en ligne? Oui, ça marche là. Oui. Une préparation qui a facilité quand même. Les compagnies aériennes sont rentrées de plein pied dans la distribution en ligne grâce à un socle numérique et un socle puissant qui avait été construit dans les années 80 par les compagnies aériennes qui sont les GDS. Pourquoi? C'est parce que très vite les compagnies aériennes se sont retrouvées à vendre les mêmes avions en instantané, en simultané dans plusieurs pays à la fois sur des temps avant départ qui sont assez courts. Donc très vite les compagnies aériennes ont construit des inventaires numérisés qui sont mutualisés avec des agrégations de données qui ont donné naissance au GDS dans les années 80. Elles ont appris à travailler ensemble. Tout à fait. Et ce socle-là a facilité la distribution online et l'entrée dans le web. Bon, ce n'est pas totalement suffisant, mais c'est une condition nécessaire avec une production centralisée vendue dans le monde entier, dans l'ensemble des agences de voyage du monde en temps réel. Alors, est-ce que l'arrivée de ce qu'on appelle les OTA, les Online Travel Agents, les agences de distribution en ligne, est-ce que ça a bouleversé un petit peu ce schéma ou ça s'est intégré de façon presque naturelle? Non, je dirais que ça s'est intégré de manière assez naturelle. Bon, il y a eu ce premier socle n'a pas été suffisant. Il y a eu beaucoup de challenges certains sont derrière nous, d'autres sont devant nous. Ces agences en ligne sont nos partenaires. Air France et KLM ont une stratégie claire de multicanal pour être présents partout où nos clients sont. Est-ce qu'on peut donner des ordres de grandeur en volume, soit en billets d'avion, soit en volume d'affaires? Combien passe encore par le système habituel des GDS? Combien passe maintenant par les agences en ligne? Dans le monde entier, pour Air France KLM, c'est à peu près 20% du chiffre d'affaires qui passe en distribution directe, qui elle-même est majoritairement online sur nos sites airfrance.com et klm.com. Et 80% passe par nos partenaires agences de voyage qui elles-mêmes travaillent sur les GDS, sur les 3 GDS qui se partagent le monde. Est-ce qu'on identifie le trafic qui vient à travers les agences de voyage en ligne, type Expedia et autres? Oui, tout à fait. C'est quel pourcentage à peu près? C'est-à-dire qu'après, il y a une segmentation à affaires loisirs qui est très segmentante, si je puis dire, qui est très différenciée. La majorité du voyage d'affaires passe aujourd'hui par des agences de voyage parce qu'il y a une attente en termes de services, de consolidation multi-fournisseurs qui est très forte et que la distribution directe des compagnies aériennes ne satisfait pas ou partiellement. En revanche, sur la distribution loisirs, là aussi, il y a beaucoup de segments. Et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, ça dépend beaucoup de la valeur ajoutée de chaque partenaire distributeur, du tour operating vers une valeur ajoutée de service ou autre. Mais sur le marché loisir, on va dire que la moitié ou plus de la moitié dans le monde passe online, par ces agences ou par la distribution directe. Alors, une des questions souvent qui a été posée par les gens qui sont plutôt dans l'hébergement, c'est la pression qui a été mise par les agences de voyage en ligne sur les rémunérations, sur les commissions. Est-ce que dans l'aérien, vous maîtrisez davantage ces canaux de distribution, vous maîtrisez les coûts de ces agences extérieures? C'est un sujet permanent, mais c'est vrai que c'est une stratégie générale des compagnies aériennes, d'Air France KLM en particulier, de maîtriser un équilibre entre garder un contact de la marque direct avec les clients
et puis travailler avec nos partenaires, parce que vous avez vu les proportions, on a besoin des clients qui passent par tous les canaux, et les clients ont des profils très différents et très complémentaires. Après, pour tenir cette stratégie de savoir répondre avec une proximité de la marque auprès de tous les segments de clientèle, il faut en permanence innover pour être là où les clients sont. Je reprendrai ce que tu as dit, Christian, hein, et ça, ce sont des challenges permanents. Et si vous pouvez parler des grands challenges peut-être qu'on a aujourd'hui pour rester présent là où les clients sont, c'est probablement un gros challenge pour nous, par exemple, des gros investissements du groupe, c'est de passer de... On a aujourd'hui la distribution, les services. On a beaucoup travaillé là-dessus. Je reviens à ma question initiale. Mais est-ce que les coûts de distribution par les agences de voyage en ligne, c'est vous qui les contrôlez? On ne les contrôle pas directement, mais on essaie de les maîtriser. Il y a un exemple qui est la maîtrise. Alors ça, c'est un peu derrière nous, mais c'est un point de vigilance permanent. C'est la quantité de transactions qui interroge nos inventaires. Ça, c'est un sujet pour l'ensemble de l'industrie. Ces agences online qui, quand vous demandez un itinéraire vers la France, vous proposent des solutions sur un mois avant, un mois après, des villes d'à côté, d'autres trucs. C'est des milliers d'interrogations sur vos inventaires, de disponibilité des places, quand dans la distribution classique en face à face, il y avait à peu près une vingtaine d'interrogations pour une vente. Là, on est à une moyenne de 500 à 1000. Donc il y a des sujets dans le dur, je dirais, dans le hard, qui sont des sujets lourds, qui doivent être adressés et qui sont dans le sens de votre question. C'est-à-dire que ces agences online, mais aussi notre distribution directe, le monde online, les clients veulent de plus en plus d'éclairage sur leurs décisions, qui font qu'on a dû soit changer les tubes informatiques pour accéder à nos inventaires, soit travailler avec ces agences pour que ces demandes soient rationalisées, soient... Sur la vente en ligne, dans les tout premiers âges de cette vente en ligne, c'était la recherche de bonnes affaires. C'était en gros, je cherche le billet le moins cher, avec cette pression finalement à la baisse des prix qui était portée sur vous. Est-ce que ça reste le cas? Est-ce que les agences en ligne, c'est toujours cette recherche permanente du tarif le plus bas? Je dirais que c'est beaucoup plus varié que ça. Il y a effectivement des clients qui cherchent à avoir le meilleur prix, et donc la valeur ajoutée des agences de voyage online, c'est de pouvoir comparer, de donner des comparaisons rapides entre les fournisseurs. Mais il y a aussi beaucoup de partenaires d'agences de voyage qui vont chercher de la valeur sur la richesse de leur offre hôtelière, sur leurs conseils, sur des produits packagés, sur du package dynamique. C'est une innovation permanente sur la recherche de la valeur par segment, des distributeurs qui vont être sur une niche particulière. Ça complexifie votre revenu management. Le yield management est né dans l'aérien. Est-ce que ça a complexifié un petit peu les algorithmes, les calculs? Nous, on cherche à être sur l'ensemble. On ne peut pas vendre sur une seule clientèle. Donc on est toujours en partenariat très constructif avec l'ensemble des distributeurs qui vont aller chercher une clientèle, qui vont se spécialiser sur une niche, sur un trafic. Tous les trafics nous intéressent en général sur les réseaux qu'on exploite. Un autre exemple, je me tourne vers Christophe Mathieu, donc Brittany Ferries. Est-ce que vous considérez comme un transporteur finalement? Comme un transporteur, oui, un transporteur maritime, mais à vocation à transporter des touristes. Donc on est avant tout une entreprise de tourisme, d'où ma présence ici. Et donc avec là aussi des enjeux de distribution, des enjeux de multicanal, c'est un peu ce que vous essayez de planifier? Oui, on a alors évidemment dans nos débats et dans nos relations avec le marché, on a évidemment à lutter contre des intermédiaires ou des gens qui cherchent à s'accaparer le produit. Est-ce que c'est lutter contre les intermédiaires? C'est intéressant le terme. Oui. Ou est-ce que c'est travailler oui, avec parce que clairement, moi, depuis quelques années, avec l'avènement d'Internet, nous, on a réussi à rediriger énormément de nos ventes en vente directe. Ouais. Et très clairement, je préfère vendre en direct que vendre par des intermédiaires qui n'apportent pas de valeur ajoutée. Donc, ces dernières Qu'est-ce qui fait que vous y êtes arrivé? Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à rediriger ces clients vers votre site et parce qu'ils ne sont pas échappés? À l'inverse alors, il faut remettre les choses dans leur contexte et peut-être que pour un public français, c'est peut-être moins perceptible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Brittany Ferries est une vraie marque en Angleterre. Il y a un vrai pouvoir de la marque Brittany Ferries en Angleterre. En France, les gens perçoivent moins Brittany Ferries puisque, comme Anne-Laure l'a expliqué tout à l'heure, on est avant tout une entreprise française, mais qui vit grâce aux Britanniques, qui a une marque très forte au Royaume-Uni. Donc le pouvoir de la marque et évidemment le développement de nos ventes et de notre
la facilité de réserver sur Internet fait qu'on a eu ces dernières années de plus en plus de proportions de nos ventes sur notre site en direct sur Internet. Donc, naturellement, on a eu un décalage et favorable pour nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend quasiment plus nos billets par les agents de voyage et quasiment plus par les TO britanniques. Est-ce que ça veut dire que vous vous coupez d'une clientèle qui pourrait élargir? Est-ce que vous avez les moyens de faire connaître votre marque de façon si large sans avoir recours aux intermédiaires qui, eux, ont déjà en portefeuille, on va dire, des millions et des millions de clients potentiels? Aujourd'hui, sur la destination France et sur le marché britannique, ça ne me pose pas de problème. Ça m'aurait posé des problèmes il y a 10 ans, mais tout ça, ça se fait de manière graduée. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain, c'est juste un mouvement naturel, mais qu'on arrive à accompagner, nous, en développant aussi de plus en plus une présence forte sur Internet, en mettant de plus en plus de moyens sur notre marketing, en travaillant de plus en plus avec les destinations dans le cadre d'un contrat de destination qu'on a signé pour grouper nos efforts en termes de marketing. Donc, j'ai pas l'impression aujourd'hui d'être coupé d'une part du marché. De toute façon, on est aussi positionné, nous, pour pas courir après tous les Anglais qui veulent prendre le ferry. On est positionné quand même sur des lignes géographiques et un produit qui est, on va dire, de qualité, pas de luxe, mais de qualité. Donc de toute façon, on court pas tous les lièvres. Donc on est positionné, on est assez clair sur ce qu'on veut et sur nos objectifs. Donc j'ai pas besoin de courir après tout le monde. Je préfère conserver la valeur pour moi que de me mettre beaucoup avec des intermédiaires, et notamment avec des... Parce qu'il y a beaucoup d'agences spécialisées aussi sur le ferry en Angleterre, et on garde des relations très distantes avec ces gens-là. Ça représente quel volume? C'est marginal pour vous? C'est 5% de nos ventes. Les agences online qui vendent le ferry en Grande-Bretagne, ce n'est pas 5% de nos ventes. On travaille avec eux, parce que c'est toujours complémentaire, mais stratégiquement, on a bien la volonté de les garder à distance pour qu'ils ne prennent pas le pouvoir sur notre distribution. Vous parliez de référencement, d'exister sur le net, ça représente un budget conséquent pour Brittany Ferries? Oui. C'est confidentiel? Oui. Mais en pourcentage de votre chiffre d'affaires, est-ce que c'est du 7-10% comme traditionnellement en marketing, ou c'est un peu plus? Le budget marketing de Brittany Ferries est de l'ordre de 7% du chiffre d'affaires. On ne dépense pas tout notre marketing à se référencer. Google est cher, mais quand même pas à ce point-là. Donc on ne dépense pas tout cet argent-là à se référencer. Mais on a un budget, oui, marketing en Angleterre de l'ordre de 10 millions d'euros. Oui. Henri Urquhart, de plusieurs fois, on a parlé du terme de destination. Est-ce que la destination, c'est une dimension qui est intéressante pour Air France, ou est-ce que vous êtes vraiment planétaire? Déjà, dans une destination, dans notre marque, nous. Hein, donc, on peut difficilement éviter la question. Et c'est un énorme atout d'avoir France dans sa marque. Enfin, en tout cas, je parle d'Air France et pas de KLM. Là. Alors, je dirais que notre marque est principalement transporteur, mais et non pas sur la destination, sauf quand il s'agit de faire des promotions, où là, c'est Paris attend, etc. On fait des promotions avec les destinations en explicite. Mais l'ensemble de notre marketing d'Air France sur le produit est autour de la francité, est autour des valeurs qui sont des valeurs perçues sur la France dans le monde entier, qui sont un atout formidable. L'art de vivre, le plaisir, la gastronomie, qui sont des marqueurs porteurs et avec lesquels on est légitime. Donc, je retiens néanmoins dans notre marketing général, oui, la destination est présente. Et je retiens les deux interventions, parce que c'est intéressant pour la suivante, parce qu'on va forcément passer tout de suite à la seconde session, c'est que vous maîtrisez votre inventaire. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes le propre maître de votre inventaire? Est-ce que vous ne distribuez pas des choses sous la menace ou être forcé? C'est une stratégie, c'est une priorité, mais en permanence, il faut innover pour être là où les clients sont, pour garder cette relation directe avec le client. Et encore une fois, aujourd'hui, je pense que le principal challenge, après le web, après la distribution online, c'est l'évolution digitale, c'est le fait que toutes nos offres de services, d'après-vente, soient sur l'ensemble des tablettes, ce que tu disais, Christian, du smartphone au tablette. Sylvain, pareil, c'est un gros challenge technologique. C'est important de maîtriser votre formats. J'irai au-delà, je dirais que nous, dans notre stratégie, Anne-Laure l'a mentionné tout à l'heure, au-delà de maîtriser notre inventaire, ça, on y est, c'est qu'on souhaite de plus en plus développer aussi la distribution d'hébergement. Et justement, une des choses que je veux éviter et qui est clairement affichée dans notre stratégie,
c'est que demain, l'hébergement dans les régions, dans nos destinations, soit contrôlé par des booking.com ou des gens comme ça, uniquement. Donc on cherche, nous, à maîtriser non seulement notre propre inventaire, mais aussi à faire en sorte qu'on reste compétitif par rapport à des booking.com, parce que ma stratégie, c'est demain d'essayer de convaincre de plus en plus de Britanniques d'acheter l'hébergement par notre intermédiaire, pas pour avoir une vision hégémonique, pas pour essayer de faire ce que booking.com fait, mais simplement parce que dans mon intérêt, dans notre propre intérêt, il faut qu'on se méfie de ces gros acteurs-là qui demain auront tendance peut-être à travailler avec d'autres gros acteurs du transport et pas avec des petits acteurs périphériques comme nous. Je vous remercie tous les deux. Je vais vous demander bien sûr de rejoindre vos sièges et